Monsieur le maire, mesdames les députés, et monsieur le député, monsieur l'administrateur général du CNAM, cher Boris Cyrulnik, mesdames et messieurs, nous sommes évidemment très honorés, monsieur le président de la République, comme vient de le dire l'administrateur général du CNAM, de votre présence ici, au CNAM, pour l'ouverture des assises de la maternelle. Votre présence montre qu'il n'y a pas de sujet plus sérieux que la maternelle, car les premières années de la vie sont décisives pour la construction de la vie de l'enfant, pour son épanouissement affectif, pour la préparation de sa réussite. Nous sommes ici dans un lieu historique qui rappelle la Révolution française. Mais le sujet de la maternelle nous rappelle la deuxième Révolution française, 1848. Parce que la sphère d'évolution qu'il y avait, eh bien, des femmes comme elle ont joué un rôle décisif pour penser l'éducation. Elle disait, entre autres choses, « Aimez par-dessus tout, et en particulier chacun des enfants confiés à vos soins ». Je pense que Boris Cyrulnik est aujourd'hui le lointain héritier de cette assertion. Le verbe « aimer » n'est pas toujours utilisé dans notre système éducatif. Et pourtant, il a son importance. Platon l'utilisait pour parler de l'acte pédagogique. Et bien entendu, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'enseignement sans amour, sans passion, et sans passion pour ses élèves et sans passion pour le savoir que l'on transmet. Or, cette passion pour les élèves et pour le savoir, elle existe évidemment dès l'école maternelle. Parce que l'école maternelle offre une prise en charge de qualité pour les enfants de moins de 6 ans, et parce qu'elle constitue un soutien précieux pour les familles. C'est le moment privilégié où il y a convergence justement entre les familles et l'école qui font confiance à l'école pour leurs enfants. Les Français sont très attachés à l'école maternelle et ils en sont très fiers et ils ont bien raison. Mais faisons l'étonnant constat que cette école plébiscitée par les Français n'est soumise à aucune obligation scolaire. Pour preuve, 97% des élèves de moins de 3 ans, de moins de 6 ans, y sont scolarisés selon des modalités diverses, mais parfois avec un manque d'assiduité, notamment l'après-midi en petite section, et selon des réalités diverses en fonction des territoires. Je pense à l'outre-mer, par exemple. C'est pourquoi nous avons tenu, vous d'abord, Monsieur le Président de la République, et plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre, à tenir ces assises de l'école maternelle, qui ont pour vocation à conforter et à clarifier le rôle de l'école maternelle dans le système éducatif, et surtout à percer des pistes nouvelles, concrètes, pour accroître sa contribution à la réussite et à l'épanouissement des jeunes Français. Tout au long de son histoire, l'école maternelle s'est transformée pour répondre aux évolutions de la société française. Depuis Marie Carpentier, il y a eu bien des étapes. Et elle a toujours été un lieu d'innovation, car elle est la matrice d'une vision d'ensemble et d'une vision optimiste de l'homme, héritée des Lumières, son éducabilité, sa perfectibilité. Aujourd'hui, il nous revient de continuer cette longue chaîne et d'adapter l'école maternelle aux grands enjeux qui sont les nôtres. Le premier d'entre eux est la lutte résolue contre la difficulté scolaire qui touche trop d'élèves dans notre pays, notamment dans les territoires les plus fragiles. 20% des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux à la sortie de l'école primaire. Et plus inquiétant encore, ceux qui sont en difficulté à la fin du CM2 l'étaient déjà en cours préparatoire. Cela nous dit bien l'immense responsabilité de l'école maternelle, qui doit être notre priorité, parce qu'elle nous permet résolument de préparer les enfants à réussir à l'école élémentaire. Lire, écrire, compter, respecter autrui, tels sont les enjeux primordiaux de l'école primaire. Et bien entendu, les prolégomènes se passent à l'école maternelle, parce que l'école maternelle, comme nous le dirons au cours de ces 2 jours, est l'école du langage et elle est l'école de l'épanouissement. À l'aune de cette priorité, nous devons réfléchir à l'école maternelle, à son identité propre, à sa contribution au développement et à l'épanouissement des enfants. Et nous attendons donc beaucoup des échanges de ces assises. Je reprendrai la parole demain soir, plus riche de tout ce qui aura été dit pendant ces 2 jours. Et bien entendu, ce n'est pas ce matin que nous savons tout sur ce que nous dirons au cours des prochains mois sur l'école maternelle. Ce sont ces échanges qui vont le favoriser. Mais tout le monde doit se sentir concerné. Et tout le monde est représenté dans cet amphithéâtre. Des professeurs aux ATSEM, que je salue tout particulièrement, des inspecteurs aux collectivités territoriales, des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
aux organisations syndicales. J'ai vu par exemple tout à l'heure des stagiaires des écoles déjà passionnés par l'école maternelle, des fédérations de parents d'élèves, aux représentants des autres ministères. Et je remercie mes collègues du gouvernement qui sont présents. La santé, la ville, le handicap, l'outre-mer, la cohésion des territoires. Tous ces secteurs sont concernés par ce dont nous allons parler pendant ces 2 jours. Sur ce sujet, comme sur tous les autres sujets de l'école, l'éclairage de la recherche est fondamental. C'est pourquoi nous avons associé d'éminents scientifiques qui apporteront une contribution fondamentale à notre réflexion. Je remercie aussi le Conseil scientifique de l'éducation nationale et son président, Stanislas Dehaene, pour sa présence. Et je voudrais particulièrement remercier Boris Cyrulnik, qui a accepté de présider ces assises et qui, par sa théorie de l'attachement, mais aussi la plupart de ces théories développées jusque-là, va enrichir les discussions que nous allons avoir. C'est en effet à la lumière des travaux de ces 20 dernières années que peu à peu notre approche de l'école maternelle a pu progresser. Des études menées en France, mais aussi sur d'autres continents, ont montré que la stimulation précoce entre 0 et 5 ans contribue à la réussite scolaire. C'est particulièrement significatif pour les enfants issus des familles défavorisées. Des auteurs américains ont montré en 2004 qu'un enfant issu d'un milieu social défavorisé a entendu 30 millions de mots de moins qu'un enfant issu d'un milieu favorisé. L'école maternelle est donc potentiellement le plus puissant outil d'égalité et de progrès social dont nous disposons, dès lors que nous sommes clairs sur ses finalités et sur ses modalités. Trop longtemps, le débat sur les missions de l'école maternelle ont été clivés par une vaine polémique. Entre ceux pour qui l'école maternelle doit être tout entière tournée vers l'épanouissement de l'enfant, et entre ceux pour qui l'école maternelle doit mettre l'accent sur la préparation aux apprentissages fondamentaux. Sur ce sujet, comme sur d'autres, votre expression « en même temps » fonctionne à merveille. Parce qu'il est évident qu'on ne doit pas opposer l'épanouissement à la connaissance et qu'il est évident que c'est par le jeu, par la musique, par toute une série de réalités pédagogiques qui vont toutes vers l'épanouissement de l'enfant que nous les préparons aussi au savoir de manière directe ou indirecte. C'est parce que l'enfant maîtrisera un vocabulaire riche, c'est parce qu'il aura une conscience, parfois inconsciente, de la syntaxe, qu'il pourra entrer facilement dans les apprentissages fondamentaux à l'école élémentaire. Tout récemment, Cédric Villani a réalisé un rapport avec Charles Torossian sur les mathématiques, et l'on voit à quel point la manipulation, une conscience de certaines réalités mathématiques, chose qui a aussi été démontrée par Stanislas Dehaene, existe dès les premiers âges, et que si nous avons su la stimuler, eh bien nous compensons les inégalités qui sont dues aux circonstances familiales. Il n'y a donc aucun scientisme, aucun stakhanovisme dans cette vision de l'école maternelle. Il y a au contraire une véritable volonté d'une théorie de l'attachement à l'école maternelle, et cette volonté d'une grande place pour le jeu, pour la musique, pour la comptine, pour la poésie. Nous sommes à la croisée des chemins de l'école en général et de l'école maternelle en particulier. Et aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, 136 ans après l'acte de naissance de l'école maternelle républicaine, nous avons l'opportunité de renforcer la maternelle en faisant une école de l'épanouissement et une école du langage. Cela nécessite un approfondissement de la réflexion pédagogique grâce à la diffusion des méthodes qui ont fait leurs preuves. Ces méthodes innovantes ne doivent pas être l'apanage d'un petit nombre, mais irriguer l'ensemble de nos écoles. Cela nous renvoie donc à des enjeux de formation en particulier, le souci renforcé pour les acteurs d'un travail à l'école maternelle qui sera une tâche spécifique et qui appelle des qualifications particulières. C'est l'évolution du rôle de tous les acteurs qui est en jeu, une évolution positive, une évolution valorisant chacun des acteurs de l'école maternelle et consacrant la coopération entre les collectivités locales et l'éducation nationale. Pour toutes ces raisons, ces débats vont être passionnants et je pense que l'intervention que vous ferez pourra même être qualifiée d'historique. Nous en ferons la synthèse de l'ensemble de ces interventions avant de les traduire en dispositifs pérennes, de façon à ce que dès la rentrée 2019, l'école maternelle puisse bénéficier des réflexions qui auront lieu. Durant ces 2 jours, nous allons construire le futur de nos enfants et avec ceci, le futur de la nation. Et je vous remercie aussi pour cela. Merci beaucoup. Je passe à présent la parole à Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, directeur d'enseignement à l'Université de Toulon et, comme l'a rappelé le ministre Jean-Michel Blanquer, à l'origine de la théorie de l'attachement.
et du concept de résilience. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Éducation, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, on s'est donné rendez-vous pendant 2 jours pour essayer de poser les questions fondamentales de la maternelle. Or, la maternelle française a une très bonne réputation internationale, méritée, et elle a inspiré beaucoup de progrès dans d'autres pays. Les autres pays ont fait des progrès, mais depuis une génération, il se passe 2 phénomènes caractéristiques qui sont vraiment nouveaux. Le premier, c'est le nouveau développement des enfants. Biologiquement, ils se développent différemment depuis une génération, ils sont beaucoup plus grands. Ils ont une vitesse de maturation qui n'est plus la même que celle des générations précédentes. Ils ont des processus d'apprentissage qui sont déjà très différents. Alors l'explication n'est pas évidente, mais il n'est pas impossible du tout que cette différence de maturation soit due à des variations écologiques, puisqu'on voit que ces variations sont cycliques chez tous les mammifères et qu'on a des datations des squelettes, et à chaque variation de climat, il y a une variation de la taille et du développement des enfants, des petits. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les foyers dans lesquels se développent ces enfants ne sont plus du tout les mêmes. Quand j'étais gamin, mes amies, mes copines d'enfance à 20 ans, elles avaient déjà 2 enfants. C'est-à-dire qu'un enfant arrivait dans une famille où il y avait une fratrie de 3, 4 enfants. Et le père n'était présent que dans la parole, parce qu'il était au chantier toute la journée. C'était des chantiers qui duraient à peu près 10 heures, 12 heures par jour, ce que j'ai connu dans les chantiers de la Seine. Et ces hommes-là ne voyaient la lumière du jour que 2 mois par an et n'avaient pratiquement pas de relation affective avec leurs enfants. Or, 1 ou 2 générations après, ce que je viens de dire est totalement faux. Aujourd'hui, un enfant qui arrive au monde est entouré par un foyer complètement modifié, c'est-à-dire que les femmes aujourd'hui mettent au monde leur premier enfant un peu avant 31 ans, elles ont un diplôme et elles elles vont à la chasse tous les matins, comme leur mari. C'est-à-dire que le foyer parental est complètement modifié. Or, ce foyer parental, c'est ce qui tutorise les développements biologiques, psychologiques, affectifs, sociaux et culturels de tous nos enfants. Et ça explique probablement pourquoi ils ont un développement étonnamment différent, à tel point que maintenant, en biologie, on parle d'épigenèse, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'inné d'un côté et l'acquis de l'autre. Ça, c'est des concepts désuets. J'ose pas dire que c'est des concepts cartésiens, mais enfin, c'est des concepts désuets. En revanche, une même bandelette génétique s'exprime de manière étonnamment différente selon la structure du milieu. Et l'idée que je viens de proposer, c'est que le milieu, depuis une génération, est étonnamment métamorphosé. Donc il va falloir que l'éducation précoce, la maternelle, s'adapte. Malgré sa qualité, il va falloir qu'elle s'adapte à ces nouveaux enfants et à ces nouvelles conditions humaines. Alors, la niche sensorielle qui entoure ces bébés, je pense qu'elle commence en fin de grossesse. C'est-à-dire qu'on a rendu observable que les interactions commencent à partir de la 27e semaine. On a rendu observable, ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant, mais on n'a pas su, les capteurs techniques n'ont pas su les rendre très observables, alors qu'à partir de la 27e semaine, on sait que les émotions maternelles se transmettent au bébé qu'elles portent. Donc les interactions précoces, moi je propose que ça commence fin de grossesse, d'où la nécessité des congés maternels et des congés parentaux, pour que les parents, la mère bien sûr, et le parent soient moins stressés. Et puis, je propose d'arrêter cette définition des interactions précoces au 20e mois, parce que le 20e mois, c'est le début, c'est le moment où les enfants changent de planète, ils entrent dans la planète des mots. Et à ce moment-là, ce qui provoque leurs émotions, ce sont des énoncés. Alors les interactions physiques ne sont pas oubliées, mais c'est ce qu'on dit
qui bouleverse et qui tutorise le développement d'un enfant. Alors, j'ai dit 20e mois parce que c'est le mois où effectivement où les linguistes qui sont dans la salle rendent observable que les enfants commencent à parler, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est discutable parce que il y a des publications qui montrent que à partir de 17-18 mois, un grand nombre de bébés-filles ont déjà acquis une cinquantaine de mots, des règles de grammaire, et je ne sais pas pourquoi les bébés-filles commencent à parler avant les garçons. Mais ça, bien sûr, ça reste entre nous, ça ne sort pas de la salle. Hein. C'est-à-dire que il y a un mystère, il faudra vérifier, il faudra refaire les observations, mais il y a un mystère et on est là pour se poser des questions. Alors, cette manière de poser la question, on peut évaluer le développement des enfants avant la parole. Et cette niche préverbale prépare à la parole, parce que la parole ne tombe pas du ciel, elle se prépare émotionnellement et relationnellement. Et on voit qu'avant même d'accéder à la parole, quand un enfant a été bien sécurisé par sa niche familiale, ou par sa niche, sa nouvelle niche, c'est-à-dire la mère bien sûr, le père, la grand-mère, la tante et les métiers de la petite enfance qui aujourd'hui participent à la structuration de cette niche sensorielle qui tutorise le développement des enfants, eh bien actuellement on peut évaluer si les enfants se préparent bien à la parole, et on sait qu'à partir de 10-12 mois, 2 enfants sur 3 sont déjà avides de parler. Et on le voit par des comportements. Ils s'approchent de la figure d'attachement, ils le sollicitent du regard, du babil. Ils attendent que l'adulte ait fini de parler, parce que la musique des mots indique que la fin de la phrase. Et avant de parler, les bébés savent déjà quand l'adulte cesse de parler. Alors il recommence son babil. L'adulte, alors je propose d'appeler ça le tour de babil, c'est-à-dire que... Parce que ça permet de voir qu'il y a déjà une synchronisation, parce que les émotions sont déjà en place et que les enfants se préparent à parler. Et cette idée permet de dire que c'est la sécurité affective qui a préparé les enfants à tenter l'aventure de la parole. Et déjà, je commence à proposer l'idée que c'est la sécurité provoquée par l'attachement précoce qui va fournir la population des enfants qui vont parler le plus tôt, qui vont parler bien et qui se préparent à fournir la population des futurs bons élèves. C'est-à-dire que un enfant sur 3 est en difficulté. Alors, ça peut être une difficulté normale, parce que la vitesse de développement des enfants est étonnamment différente selon les enfants. Il y a des sprinteurs et il y a des coureurs de fond. Il y a des enfants qui feront des bonnes performances, mais qui démarrent moins vite. Or, notre système, et surtout le système oriental, encourage le sprint. Et donc, ça sélectionne des enfants qui sont d'excellents sprinteurs. Mais les coureurs de fond, ils sont éliminés, du moins par une culture du sprint, comme aux États-Unis ou surtout dans les pays du Proche-Orient, où les enfants font des performances intellectuelles extraordinaires, mais à un prix humain inacceptable. Lorsque j'ai travaillé au Japon et en Chine, où j'étais invité pour essayer d'aborder ces problèmes, certes, l'école était, on m'a souvent dit, l'école orientale est devenue une nouvelle forme de maltraitance. Les résultats intellectuels sont stupéfiants à un prix humain inacceptable. De 7h du matin à 11h du soir, les enfants sont surstimulés. Leurs performances sont là, mais le suicide sont là, les troubles psychopathiques sont là, les troubles relationnels, l'angoisse est là, alors que les pays d'Europe du Nord ont fait une stratégie éducative, affective, exactement opposée. On sécurise les enfants, on les ralentit et on constate qu'ils prennent confiance en eux, ils apprennent à leur rythme et à l'âge de 15 ans, aux évaluations PISA, aux évaluations scolaires de l'UNESCO, ils sont médailles d'or ou médailles d'argent, comme les pays orientaux, avec un bénéfice humain, un épanouissement humain extraordinaire. Le sourire, la gentillesse, l'efficacité, les excellents résultats scolaires.
Alors, ces enfants, un enfant sur 3 n'a pas acquis cet attachement, cette confiance en lui. C'est un enfant qu'on appelle insécure. On a gardé l'anglicisme et le mot vient d'obtenir la nationalité française il n'y a pas longtemps parce que je l'ai vu dans des publications avec un accent. Donc donc l'anglicisme est devenu français. Or, ces enfants insécures, ça peut être dû à une vitesse de développement plus lente, normale, mais ce sont des appreneurs lents. La plupart du temps, c'est dû à une négligence affective, à une violence conjugale ou à une précarité sociale. C'est-à-dire que la qualité intellectuelle n'est pas une qualité cérébrale, c'est une qualité relationnelle. Et lorsqu'on organise bien la relation, ces enfants améliorent leur performance. Donc le jour où ces enfants arrivent à l'école, ils sont déjà construits. Il y a un début de construction. Ils arrivent à l'école maternelle, il y a une transaction entre ce qu'ils sont et ce qui est proposé à ces enfants, l'espace, l'accueil, le sourire, l'accueil affectif, l'accueil verbal, les ATSEM, agents territoriaux des écoles maternelles, qui en France n'ont peut-être pas la place qu'elles méritent, parce qu'en Allemagne, elles ont un niveau master, elles ont une formation, et elles ont des performances relationnelles tout à fait importantes, parce que c'est elles qui dépistent les premiers troubles, c'est elles qui accueillent les enfants. Les parents, les familles osent leur adresser la parole alors qu'ils accèdent plus difficilement aux professeurs des écoles. Donc on a certainement sous-estimé leur fonction et leur efficacité. Et puis bien sûr, on a les professeurs des écoles évidemment, et aussi quelque chose une pression qu'on n'a pas encore assez étudiée, c'est les enfants entre eux. Donc les professeurs des écoles ont souvent un très bon niveau universitaire, une excellente formation, à notre avis pas toujours adaptée à l'effet sécurisant qu'ils doivent avoir pour un enfant, c'est-à-dire tisser des liens d'attachement de façon à sécuriser l'enfant, de façon à lui donner le plaisir de faire l'effort d'apprendre. Et plaisir et effort ne sont pas antagonistes. Si vous ne croyez pas, regardez les gens qui font un jogging le matin. Ils font des grimaces de souffrance. Ils sont torturés et après, ils prennent une douche et ils disent « qu'est-ce que je me sens bien ?» Donc ils sont contents d'avoir fait l'effort. Donc nos enfants, on peut leur apprendre à faire l'effort d'apprendre. Alors, cette formation-là, on sait la faire, elle est faite déjà dans les pays d'Europe du Nord, au Québec. Les Orientaux, les Brésiliens et les Orientaux nous avaient invités pour s'y mettre, et puis pour des raisons de défaillance économique au Brésil, ils ne feront pas les réformes. Et pour des raisons de défaillance culturelle en Orient, ils sont réticents à faire ces réformes, tellement l'école est surinvestie à cause parce que c'est le nouvel organisateur des sociétés. Le diplôme, avant, quand j'étais gamin, on faisait du social avec son corps, sa force physique, sa résistance. Aujourd'hui, on fait du social avec son diplôme et son art de la parole, son art de la relation. Donc les conditions de développement sont totalement différentes. Les pays d'Europe du Nord les ont appliquées et ils ont fait des évaluations des résultats de ces réformes. Et alors, bien sûr, il y a de l'argent qui est mis en jeu dans ces réformes. Les Norvégiens, il y a un rapport norvégien qui est d'un cynisme délicieux, puisqu'il dit c'est une bonne affaire de s'occuper des petits-enfants. Parce que l'argent investi dans la petite enfance, ça rapporte gros, c'est un très bon investissement. Alors c'est un peu cynique quand on parle de nos enfants, et pourtant. Parce qu'un enfant malheureux, un illettré, 1% dans les pays d'Europe du Nord, 1%, les chiffres en France varient, j'ai trouvé des chiffres de 8 à 15%. Donc ça varie selon les années, selon les modes de recueil d'informations, mais c'est pas 1%. Les 20% d'enfants en difficulté que vous avez signalé, Monsieur le Ministre, c'est des enfants malheureux et c'est des enfants qui vont coûter cher à la société.
Un enfant malheureux, un illettré, c'est quelqu'un qui va coûter cher, il va falloir l'assister toute sa vie. Donc, comme le disent cyniquement les Norvégiens, c'est une bonne affaire de s'occuper des petits-enfants. Alors, je termine en disant que probablement il y a quelque chose qui existe déjà dans les bonnes maternelles, mais qu'il faudrait peut-être développer, c'est la créativité des enfants. Parce que il y a des scientifiques dans la salle qui montrent que les enfants préverbaux et qui accèdent juste à la parole sont des vrais scientifiques, avec des méthodes, essais, erreurs, vérifications, ce qui ne sont pas toujours fait dans les publications scientifiques, mais que les enfants, eux, à la maternelle, font régulièrement. Alors, et cette créativité-là, elle se passe dans le dessin, bien sûr, dans les contes mimés, dans la musique, qui est un stimulant cérébral magnifique, qui prépare les enfants qui font de la musique, parlent avant et parlent mieux que les enfants qui ne font pas de musique. Les contes mimés, c'est apprendre aux enfants à jouer et à prendre confiance en eux en développant l'expression de soi, comme le font les Américains. Et donc, on peut apprendre par le jeu, on peut apprendre à ces enfants à se développer en associant le plaisir de faire l'effort d'apprendre. Alors la conclusion, bien, je pense que la conclusion, elle vient d'elle-même, c'est-à-dire que ces nouveaux enfants, dans des nouveaux foyers, vont développer un nouvel ethos, une nouvelle hiérarchie des valeurs, et que l'éducation précoce joue bien sûr un rôle majeur dans le développement et dans l'impulsion à se développer, à s'épanouir, et que probablement la maternelle n'est déjà plus seulement un problème d'institution, c'est aussi un problème de société. Merci. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président de la République. Bien, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, Madame, Monsieur le Ministre, Monsieur le Recteur de Paris, Mesdames, Messieurs les recteurs, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs. Avant toute chose, je voudrais prendre conscience avec vous du caractère toujours un peu étrange de ces interventions en début de séminaire de travail. Je ne viens pas les conclure et je ne viens pas avec la prescience de ce que vous allez échanger pendant 2 jours. Donc, j'arrive à venir qui sont que depuis plusieurs semaines ensemble, vous allez discuter part du cap. Ensuite, il y a toujours quelque chose d'étrange, en effet, dans ces propos liminaires, c'est la frustration, pour ce qui me concerne. Parce que je ne pourrais pas rester pendant parce qui est décrite à la fois par puis par Boris, tout son sens à ce que vous faites au quotidien et à ce qui est important de continuer à faire. Enfin, avoir cette discussion aujourd'hui, ici, dans ce lieu, n'a rien d'innocent. Parce que je dirais que ce lieu, Monsieur l'administrateur général, vous l'avez parfaitement dit, a été fait pour cela et dans cet esprit. C'est le lieu dans lequel ceux qui croyaient aux enjeux de la connaissance et du progrès social ont décidé de contribuer à l'édification de notre nation et qui, depuis 1794, met année après année sa pierre dans les intuitions de Grégoire, comme vous l'avez parfaitement rappelé. Parce que je dois dire que le destin de notre pays s'est toujours forgé, gravé, dans son système éducatif, qui en est non seulement le miroir exact, mais qui est aussi la fabrique dans laquelle il a décidé à chaque instant de penser son propre avenir,
de le modeler, de le modifier et d'en dessiner les perspectives. Et donc il y a toujours quelque chose d'éminemment politique au sens le plus noble et plus profond du terme, lorsqu'on parle en effet de l'éducation, parce que c'est là qu'on construit la société qu'on a à faire et qu'on veut voir. C'est dans cet esprit justement que je suis venu ici aujourd'hui parler de l'école maternelle. Car de tous les moments du parcours scolaire, l'école maternelle reste sans doute le plus méconnu de nos compatriotes, même si, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, elle est implicitement et de fait plébiscitée. Tous ou presque y recourent, mais sans toujours comprendre sa place entre la crèche et l'école élémentaire. Et dans notre mythologie républicaine, l'école maternelle n'occupe pas toute la place qu'elle devrait occuper. Alors je suis venu aujourd'hui pour essayer avec vous de changer cela et pour dire que, fort de ce qui a commencé à être dit et que vous allez, durant ces 2 journées, pleinement éclairé, l'école maternelle est et sera davantage à l'avenir un moment fondateur de notre parcours scolaire français. À ce titre, j'ai en effet décidé, et la captatio benevolentiae du ministre allait largement en ce sens, j'ai décidé de rendre obligatoire l'école maternelle et ainsi d'abaisser de 6 à 3 ans en France l'obligation d'instruction dès la rentrée 2019. Alors, cette décision n'a rien d'anodin, puisque cette obligation était fixée à 6 ans depuis la loi Ferry du 28 mars 1882, il y a presque 136 ans jour pour jour, après des siècles de débats politiques pour savoir s'il fallait fixer un âge obligatoire. Et depuis, l'âge d'instruction obligatoire a été modifié, mais uniquement 2 fois. Et à chaque fois dans des périodes non innocentes, si je puis dire. Par Jean Zay, en 1936, avec l'allongement de la scolarité à 14 ans, et sous le général de Gaulle, qui la prolongea jusqu'à 16 ans, en 1959. Avec cette décision, je veux poursuivre l'œuvre éducative. Cette égalité qui disent il y a 4 d'ores et profondément et beaucoup plus bas d'outre-mer. La journée, ce qui ne travaille pas, qu'on ne prend bien souvent, on ne veut pas payer la cantine, ou qu'on ne peut pas payer la cantine, et qu'on ne le remet pas à l'école l'après-midi. Et donc derrière ce chiffre, qui paraît rendre insignifiant ce que je suis en train de vous dire, 97% ils sont déjà, que va-t-on le rendre obligatoire, il y a la réalité, qui sont toutes ces inégalités qui se sont levées dans la pratique, parce qu'aujourd'hui, ça n'est à la fois ni obligatoire ni pleinement reconnu. Et donc je souhaite que, par cette obligation scolaire à partir de la rentrée 2019, nous puissions avoir ce vrai travail de construction de notre égalité au quotidien, et que nous puissions, par une assiduité de tous, qui concernera les enfants issus de tous les milieux, corriger ce différentiel que je viens d'évoquer qui n'est plus acceptable. Et c'est pourquoi cette mesure s'inscrit pleinement dans l'action que nous menons au quotidien pour lutter contre la pauvreté et ses effets sur les jeunes enfants, pour lutter contre la fabrique ou la reproduction des inégalités profondes. L'autre inégalité que nous voulons désormais éliminer, c'est l'inégalité devant le langage. Vous avez un instant parfaitement expliqué cela, cher Boris, qui est la clé de tout apprentissage. Toutes les recherches, et là je parle avec beaucoup d'humilité devant nombre de spécialistes qui sont présents dans cette salle, et le professeur Dehaene au premier chef, nombre de spécialistes, et en particulier les neuroscientifiques, mais également beaucoup de linguistes, ont démontré que
la fabrique du langage se faisait dès ces années-là, et que la plasticité du cerveau entre 3 et 6 ans est particulièrement propice à l'assimilation du langage. Or, nous constatons que c'est là, c'est à ce moment, que les décrochages les plus profonds se fabriquent. En effet, vous l'avez rappelé, il y a ces fameux 20% environ d'enfants qui, à la fin du CM2, ne savent pas proprement lire ou écrire ou compter ou respecter autrui, ce qui fut à la racine de la décision, entre autres, de dédoubler les classes en CP-CE1 en zone REP et REP+. Mais 80% des décrocheurs du système scolaire, ceux qui le quitteront à 16 ans, sans toujours savoir bien lire ou compter, sont au fond déjà en difficulté au CP. Et donc, le système n'arrive à corriger qu'à la marge les inégalités cognitives qui sont fabriquées à 6 ans, au moment où nous commençons à rendre notre système obligatoire. Alors, je crois que ce qui a été initié tout au long de l'école élémentaire va permettre d'améliorer les choses, et en particulier d'améliorer ce qu'on mesure dans les tests internationaux, au CM1, au CM2, d'améliorer les chiffres que je viens d'évoquer. Mais si nous voulons vraiment prévenir ce décrochage profond qui ensuite crée de l'exclusion sociale, qui ensuite crée une séparation dans la société, et parfois les pires dérives, il nous faut pouvoir construire justement ce moment où on acquiert le langage qui permet d'arriver dans de meilleures conditions au CP et de ne pas avoir des élèves dont parfois une forme de déterminisme a marqué le parcours scolaire. Prévenir le décrochage, permettre la réussite de chaque enfant de la République, demande donc d'agir au plus tôt. Parce qu'en moyenne, les enfants de 4 ans issus d'un milieu défavorisé auront entendu, à cet âge, environ 30 millions de mots de moins qu'un enfant de 4 ans issu d'un milieu favorisé. Et c'est une réalité qui est là, et qu'on ne peut corriger que par cette capacité à plonger le jeune enfant à l'école maternelle, dans un contact avec d'autres enfants, d'autres adultes, et dans ce rapport au langage, dans ce nouvel univers où il est rentré, qui crée tout à la fois des émotions et un apprentissage, comme vous venez parfaitement de le décrire. Compenser par l'apprentissage scolaire les inégalités sociales héritées de la naissance est à notre portée. Nous devons donc y consacrer un effort important, et beaucoup se joue à l'école maternelle. Il en va de notre capacité, comme République, à préserver la cohésion sociale en faisant de l'école le lieu où cette égalité réelle, celle qui efface ce déterminisme social que je viens de rappeler, par l'éducation et l'apprentissage, et en particulier par l'apprentissage du langage, peut se faire. Ce faisant, je suis convaincu que nous ferons la bonne affaire que vous avez évoquée tout à l'heure en évoquant nos amis scandinaves, mais que nous pourrons aussi prendre un temps d'avance. Le dernier défi que nous devons relever par cette obligation d'instruction à 3 ans, il est aussi et indissociablement d'ordre affectif. En effet, les 3 années de maternelle sont celles où se créent les affects, l'attachement, la socialisation, et là-dessus, les travaux de Boris Cyrulnik, au-delà du propos qu'il vient d'avoir devant nous, sont profondément éclairants. Dans une société de plus en plus brutale, où en effet cette insécurité affective que vous avez rappelée est forte, et d'autant plus forte d'ailleurs qu'on vient d'un milieu modeste aujourd'hui, ou qu'on vient de certains quartiers de la République, où la violence s'est instituée. Nous devons tirer parti de ces études pour faire de l'école maternelle le lieu de constitution de la sécurité émotionnelle et de l'épanouissement affectif. Nous voulons ainsi construire une école de la bienveillance où le cognitif et l'affectif se complètent. Parce que, comme vous l'avez dit, tout aujourd'hui nous permet de voir que l'un renforce l'autre. Qu'en effet, le « en même temps » est vérifié et que nous n'inventons rien, mais qu'il faut pouvoir l'accompagner. Et contrairement aux idées reçues qui voudraient que les neurosciences s'opposent à l'humanisme, elles en sont le soubassement. Il n'est pas d'apprentissage sans humanité, ni d'humanité sans apprentissage. Je sais que pour déployer cette ambition renforcée, et ces combats que je viens de mener, nous pouvons compter sur vous. Nous pouvons compter sur ceux qui encadrent, ceux qui apprennent, sur les enseignants de maternelle, dont tous les parents savent combien ils sont remarquables et dévoués à leur mission.
Je sais que ce que je viens de dire est leur réalité quotidienne et qu'ils aimeraient pouvoir porter plus loin encore leur travail. Nous savons tous aussi que la société ressent le besoin d'une pédagogie toujours plus ouverte et plus riche. Aussi, la vocation de l'école de la République est de permettre que ces pédagogies soient accessibles à tous et que les moyens de parvenir, dès la petite enfance, au meilleur équilibre entre ce cognitif et cet affectif que j'évoquais, doivent être ouverts à chaque enfant. Il va de soi que dans ce dialogue entre le sensible et l'intellect, faire entrer à l'école maternelle les arts, la musique, toutes ces formes justement d'éveil qui accélèrent l'apprentissage et que vous venez de rappeler, sont essentielles et joueront un rôle accru, j'y tiens tout particulièrement. D'autres acteurs sont essentiels pour accomplir ce travail. Ce sont les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les ATSEM, dont vous avez rappelé l'un et l'autre l'importance. Dans le parcours que je viens de tracer, nous aurons besoin de toutes leurs compétences, de tout leur savoir-faire, car leur contact avec les enfants est, dans la perspective que je trace, un trésor dont nous ne saurions nous passer. 2 décrets publiés le 3 mars dernier viennent renforcer cette reconnaissance de leur rôle au sein de la communauté éducative et je salue le travail des collectivités territoriales pour assurer dans les écoles la présence de ces personnels clés. Mais nous savons, et ce sera sans doute, je l'espère, l'une des conclusions de vos travaux, nous devons aller plus loin encore sur ce sujet. Et avec les maires, avec l'ensemble des élus qui accompagnent l'éducation nationale dans ce travail, permettre d'aller au bout non seulement de ces reconnaissances, mais de la formation, de la pleine reconnaissance financière statutaire qui doit aller avec ce travail et dont vous avez rappelé que certains de nos voisins ont su le faire. L'école maternelle est aussi le moment où le lien se crée entre l'institution scolaire et les parents. Et c'est là aussi un lien fondamental qui accompagnera l'élève tout au long de sa scolarité. Et si nous voulons en effet construire cette école de la confiance à laquelle nous tenons tant, cette école de l'épanouissement, ce lien entre l'institution scolaire et le parent est indispensable. Et c'est dès le moment de l'école maternelle qu'il se structure, se constitue avec ses règles propres, avec ses codes, avec la capacité aussi à apprendre aux parents parfois, à être parents ou accompagner, poursuivre au-delà du temps scolaire ce qui est fait dans l'institution. Et j'appelle de mes vœux en effet que par vos travaux, par les pratiques, nous puissions aller plus loin dans ce qui est déjà fait par beaucoup. Par cette obligation d'instruction et cette ambition nouvelle pour l'école maternelle, la France est en mesure de s'engager dans une 3e voie éducative, celle qui sait concilier l'exigence cognitive qu'on observe par exemple dans les pays asiatiques et l'exigence affective que l'on voit s'exercer dans les pays du nord de l'Europe. L'école française réussira, j'en suis sûr, cet équilibre en l'enracinant dès la petite enfance. Alors tout ne commence pas à 3 ans, je vous l'accorde. Et je sais tous les débats qu'il y a, et que d'ailleurs vous avez à l'instant éclairé, sur ce qu'il se passe avant 3 ans. Et nous devons donc veiller au continuum entre la très petite enfance accueillie par les crèches et la petite enfance de l'école maternelle. C'est aussi pour cela que je souhaite qu'en lien avec l'éducation nationale se poursuivent les expérimentations conduites dans les crèches qui permettent d'accéder au langage, en tout cas d'accompagner ce cheminement, le parler bambin ou les innovations de ce type qui ont montré bien souvent leur efficacité, comme toutes les innovations que nous pouvons généraliser, construire ce continuum, développer aussi les innovations, les organisations qui permettent d'accueillir avant 3 ans les enfants à l'école maternelle. Porter une obligation en deçà de 3 ans est aujourd'hui presque intenable et pas toujours souhaitable. Parce qu'avant 3 ans, cela dépend de la progression de l'enfant, cela dépend de la situation. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les quartiers les plus défavorisés, dans certaines conditions, il est parfois bénéfique de pouvoir ouvrir l'école avant 3 ans aux jeunes enfants. Et cela, c'est précisément aux élus locaux, aux professionnels de l'éducation nationale de l'apprécier et au gouvernement de donner les moyens de pouvoir le faire partout où c'est utile, où cela permettra de corriger encore davantage ces inégalités et où cela sera pertinent pour l'ensemble de la collectivité.
Parce que dans ces toutes premières années, les enfants jouent une part importante de leur devenir, et la lutte que nous menons contre la pauvreté des enfants implique une attention toute particulière à ces années dont on n'a pas toujours mesuré l'importance, tant sur le plan de l'éveil de l'esprit, de l'insertion sociale, que de la santé. C'est ainsi également que nous ferons de l'école une école authentiquement inclusive. Nous le faisons sur le plan géographique lorsque nous maintenons ouvertes des classes qui devraient fermer, dans des territoires qui sont parfois plus fragiles ou menacés par l'enclavement. Nous l'avons encore vu récemment. Mais nous devons aussi nous montrer capables, avec cette école de la bienveillance, de mieux accueillir, intégrer tous les enfants en difficulté. J'y reviendrai dans les mois prochains, mais également les enfants vivant en situation de handicap. Ne nous y trompons pas. Au sein de tous les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, ce sujet est fondamental. C'est celui qui engage peut-être le plus radicalement notre avenir, non seulement comme individu, mais comme nation. Comme peuple uni par des liens scellés dès la petite enfance, comme république prenant authentiquement en charge tous ceux qui, aujourd'hui encore, souffrent d'une forme de déterminisme social dont nous connaissons les ressorts et que nous devons éradiquer profondément. Cette ambition résonne avec tout ce que nous avons fait dans l'éducation, pour ramener de l'égalité réelle à l'école primaire, avec les dédoublements des classes dans les territoires les plus fragiles, avec la mesure des devoirs faits qui permettent aux élèves de faire leurs devoirs à l'école, avec le retour de la lecture et des langues vivantes et anciennes, avec l'ouverture du baccalauréat à des capacités plus variées, avec une orientation mieux articulée avec l'enseignement supérieur, avec une reconception du temps scolaire et parascolaire autour du mercredi. Toutes ces pierres progressivement placées dans l'institution scolaire, dans notre édifice, concourent à la même perspective, la même. C'est de pleinement reconnaître le rôle essentiel de l'école pour construire une société et permettre l'épanouissement d'individus. À chaque fois, c'est la même logique qui est faite. C'est de dire partout où l'inégalité se réplique parce que les familles ne sont pas placées dans la même situation, parce que pouvoir apprendre n'est pas possible dans la famille de la même façon, parce que pouvoir faire ses devoirs n'est pas possible de la même façon, parce qu'être équipé face aux incertitudes de l'orientation lorsqu'on arrive après le bac n'est pas égal entre les familles. À chaque fois, nous avons voulu que l'institution scolaire puisse le corriger, puisse apporter une réponse, pour construire justement la nation que nous sommes, la reconstruire parfois, et pour permettre à chaque individu de construire son propre épanouissement. Toutes ces réformes ont un horizon commun et une racine commune. Faire de l'école le lieu où l'on se construit dans et par le savoir, à la fois au plan personnel, affectif et professionnel. Avec cette obligation d'instruction nouvelle, je veux que l'enseignement élémentaire marche sur ses deux jambes pour préparer nos jeunes compatriotes à un parcours plus réussi et plus fécond. C'est ainsi que nous poursuivrons ce progrès social dont nous sommes les héritiers et qui n'est un legs vivant que pour autant que nous le perpétuons. La République s'est inventée dans et par l'école. Et c'est à l'école aujourd'hui, encore plus peut-être que jamais, que se tisse l'étoffe de ce bien commun qu'est notre démocratie et la responsabilité qu'elle nous donne les uns envers les autres, mais aussi envers le monde qui nous entoure. Dire cela en cette semaine n'a là aussi rien d'innocent. À chaque fois que notre nation est frappée en son cœur, d'aucuns ont tendance à vouloir la déchirer en ne traitant que les symptômes. Nous avons énormément fait, malheureusement parce que nous avons beaucoup appris en ne regardant que les symptômes de toutes les déchirures de notre société. Mais ce qui s'y passe s'y est aussi construit. Et s'attaquer à la cause profonde, à une part de la cause profonde, une part qui se love en nous, c'est dans et par l'école. Et c'est en construisant cette école de la bienveillance et de l'épanouissement aussi qu'on construira une génération qui trouve sa place dans la société, qui construit son épanouissement, qui n'aura plus à céder aux pulsions de mort qui finissent par fasciner quelques-uns,
parce qu'ils n'y ont pas construit leur propre avenir. Et que nous éradiquerons en profondeur, aussi dans notre société, pour la génération dont nous avons la responsabilité aujourd'hui. Je ne parle malheureusement pas de celle qui a déjà grandi, mais que nous arriverons, je l'espère, je le crois profondément, à prévenir le pire. On construit une nation et on a toujours construit la République dans l'école. Et je ne veux pas dire à ce titre que l'école doit porter et corriger à elle seule tout ce que la société a embarqué d'injustice, de traumatisme ou de dérive. Mais elle a beaucoup à faire dans cette entreprise. Et c'est pour cela que depuis le premier jour, vous m'avez toujours vu la soutenir et vouloir avec elle et pour elle. Parce que je sais une chose, c'est que lorsqu'on abandonne l'école, lorsqu'on a moins d'ambition pour elle, lorsqu'on cède un pouce d'excellence pour chaque enfant de la République, alors on abandonne un espace. Alors on abandonne une promesse. Et parfois on peut être amené à le regretter terriblement. Alors l'exigence que vous portez au quotidien, de la maternelle au plus grand âge, est essentielle pour notre nation. Il l'a toujours été, mais il l'est aujourd'hui, plus encore qu'hier. Parce que je n'oublie pas le beau mot de Victor Hugo. À chaque fois qu'on ouvre une école, on peut se promettre de fermer une prison. Et c'est vrai. Hugo était un humaniste et il avait profondément raison. On ne fermera pas les prisons pour ceux qui ont déjà connu la dérive. Mais on s'évitera d'en ouvrir d'autres pour cette génération qui est dans vos écoles, qui entre à la maternelle et qui est aujourd'hui notre responsabilité et notre chance. C'est pour toutes ces raisons que je crois très profondément que notre pays mérite d'être une nation de citoyens éduqués, d'individus épanouis, et que vous l'avez compris, ma conviction est que la vocation de la France est d'être digne de la promesse que vous portez. Je vous remercie.